l'Observatoire partenarial des mobilités. Ce temps fort sera sanctuarisé annuellement pour donner à voir à tous les partenaires des travaux de l'Observatoire. Sur les mobilités, on a vraiment un enjeu à construire quelque chose. Je pense que l'agence d'urbanisme a aussi son rôle à jouer, en particulier cet observatoire. Aussi, via ce pilotage, nous avons validé ensemble de nouvelles orientations pour l'Observatoire avant de renforcer au mieux son appropriation par l'ensemble des membres d'Urbalion. Et donc, c'est essentiel qu'on connaisse parfaitement les besoins, les envies de mobilité de nos concitoyens, d'où l'intérêt d'un observatoire, pour qu'on construise après les réponses que l'on apporte en matière de niveau de service, de type de service, de type de ligne, etc. etc. Et donc cet aspect observation de la mobilité, j'y tiens beaucoup. Alors, les mobilités étant étroitement liées au mode de vie, nos orientations visent donc aussi à recourir à de nouvelles méthodes d'observation qualitative et sociologique pour compléter les traditionnelles analyses statistiques et thématiques de l'Observatoire. Il s'agit de mettre en lumière les comportements de mobilité, leurs ressorts, leurs freins, les préférences, les attentes, avec parfois des signaux faibles à anticiper. Cela nous est précieux pour la juste prédéfinition des projets de transport et de mobilité. Non, la mobilité, c'est une science humaine. Ce sont des sciences humaines d'ailleurs. C'est de l'économie, un peu de sociologie et de psychologie, bien avant des sciences de l'ingénieur, n'en déplaise à tous ceux qui sont passés par les écoles de l'État ou d'ailleurs des ingénieurs. Et après, on a besoin des ingénieurs pour mettre en œuvre la mobilité, c'est une évidence. Il ne faut pas qu'on oublie que notre rôle, c'est un service public de transport. C'est pas de construire un métro, un tramway ou je ne sais quoi, c'est de rendre un service public de transport aux citoyens, aux habitants. C'est ça la mission. Enfin, la dimension partenariale de l'Observatoire se renforce et s'illustre aujourd'hui avec ce premier temps fort consacré aux migrations résidentielles, thématique choisie par le partenariat pour l'année 2022, après les travaux 2021 sur les conséquences du télétravail dans les mobilités. On dit, et c'est un vrai plaisir de travailler sur cette connaissance des mobilités que permet la sociologie, que permettent toutes les études et la compulsion de toutes ces études sur le comportement de nos concitoyens pour ensuite construire les bonnes réponses. Donc voilà, deux bonnes raisons, partenarial et observatoire, de participer à cet après-midi. Merci beaucoup Jean-Charles Colas. Merci à tous les deux, donc deux vice-présidentes de ces mots d'ouverture, et nous enchaînons. De l'aire urbaine, c'est pas seulement des ménages qui partent, et ça je pense que c'est un point essentiel à avoir en tête, et plus on s'éloigne du centre de la ville, plus c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi des communes qui existent déjà, qui sont déjà peuplées. Les habitants de la Tour du Pin, par exemple, lorsqu'ils sont rentrés dans l'aire urbaine dans les années 2000, c'est un peu des périurbains malgré eux. Ils étaient déjà là, et puis ils se trouvent... Alors, l'éloignement, pour eux, c'est pas un éloignement résidentiel, ça c'est un élément extrêmement important en tête, c'est un éloignement de l'emploi. Qu'est-ce qui les a fait rentrer dans l'aire d'attraction? C'est le fait qu'ils sont allés chercher des emplois dans le secteur de Bourgoin-Jallieu, de l'île d'Abo et du secteur d'influence de l'aéroport, se déplaçant sur un axe. Donc ça, c'est un élément quand même qui est tout à fait important à avoir en tête. Quand vous êtes dans une commune rurale, c'est pas comme ça toujours que ça se passe, ça dépend de la structure de la propriété foncière, ça dépend de tout un ensemble de facteurs, mais globalement c'est un mécanisme qu'on retrouve beaucoup. Vous avez un conseil municipal, il y a le maire qui est premier propriétaire foncier, son premier adjoint qui est deuxième propriétaire foncier. On a évidemment un levier là d'enrichissement extrêmement fort, et on a vu des communes aussi, il y a une espèce de gestion sociale derrière, on distribue les droits à construire pour permettre à des agriculteurs qui ont une petite retraite d'avoir une meilleure retraite. Il n'y a pas que... Il y a des raisons tout à fait variées pour justifier ça. Mais il y a quand même ce mécanisme-là, sachant que la taxation des plus-values, là, compte tenu du fait que c'est souvent détenu les terres depuis plus de 30 ans, est quand même tout à fait modérée. Et puis il y a d'autres raisons, évidemment, avoir de nouveaux habitants, rouvrir les classes, redynamiser la commune, vous avez tout un ensemble de raisons qui font qu'on peut accueillir des nouveaux ménages. Mais donc on a cette offre qui se construit, mais assez vite, les nouveaux ménages, ceux qui arrivent, ils sont moins intéressés
ils achètent une maison sur 1000 mètres carrés de terrain, bah, ils vont pas y faire un lotissement. De toute façon, ils l'ont déjà payé au prix de la terre à urbaniser, donc ils ne sont pas très intéressés par la poursuite de l'urbanisation. Hein, ce qu'on observe, c'est que globalement, justement, c'est pour ça que j'insistais sur cette dimension campagnarde, les gens qui s'installent en périphérie ne s'installent pas seulement dans une maison, ils s'installent à la campagne. S'ils voulaient juste une maison, ils iraient en banlieue, justement. Est-ce que l'INSEE, est-ce que beaucoup de gens appellent la banlieue pavillonnaire? Non, ils sont allés à la campagne. Et ils tiennent à ce que ça reste la campagne. Et comme ils deviennent assez vite majoritaires dans la petite commune villageoise, ou même dans la petite ville, des coalitions se font, on prend la mairie, et puis on fait un règlement d'urbanisme qui, lui, va fermer l'urbanisation. Enfin, c'est ce que j'avais appelé dans un article qui a eu pas mal de succès, je crois que c'était la date de 2007, le malthusianisme foncier. Mais pour préserver le cadre villageois. Puis en plus, de toute façon, on est tout à fait légitime à faire ça, parce qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, et arrêter de faire des zones pavillonnaires. Mais le résultat, c'est que, du coup, la demande d'habitat se reporte plus loin. Les gens reviennent sur cette question de la fragmentation du tissu. Parce qu'en fait, donc je disais, sur les 300, alors en tout cas à l'époque il y en avait 512, là on en a 398, mais donc on a plusieurs centaines de communes qui sont dans l'aire d'attraction, et ces communes sont pour l'essentiel, en large part, en tout cas l'essentiel du territoire dans son occupation, c'est le fait de communes de petite taille, qui sont des villages, et encore, toute la population n'est pas concentrée sur le noyau central du village, hein. Il y a des hameaux, des écarts, enfin c'est très très dispersé. Et ça, c'est le cœur de la problématique en France, particulièrement en France, liée à son histoire, au poids de justement des communes dans les décisions d'urbanisme, et au fait qu'à la différence de l'Allemagne, par exemple, chaque commune a pu décider de son urbanisation. Et aujourd'hui, en termes de transport, ça pose beaucoup de questions. C'est effectivement, on va développer des RER, mais là, le RER, ça va être difficile. Donc il va y avoir à se poser la question de lignes structurantes, mais comment on les articule avec ce semis de villages, de hameaux, d'écarts. Donc ça, c'est vraiment un point tout à fait important aussi à avoir en tête. Là, justement, un couple qui gagne, on va dire, de SMIC, et on va voir, alors là c'était à l'époque où on préparait le cahier POPSU, donc c'était plutôt des données 2020-2021, donc les taux ont augmenté depuis, donc les capacités d'emprunt sont plus tout à fait les mêmes, mais en gros, si vous preniez un tiers de vos revenus, vous aviez la possibilité sur 30 ans d'aller quand même jusqu'à 200 000 euros. Mais enfin, sur 20 ans, vous étiez à 160 000 euros. Et si vous n'aviez pas d'apport, vous voyez, regardez, là, on est dans la zone, le vert clair. Ça, c'est... Oups. Meilleurs agents. Moi, j'utilise un peu les données que je peux trouver. Mais vous voyez bien comment, si vous voulez 100 mètres carrés, la zone qui vous permet d'avoir 100 mètres carrés pour 160 000 euros, voire avec un petit apport quand même, vous vous trouvez dans les secteurs assez éloignés du centre de la métropole. Alors bien sûr, vous pouvez faire des arbitrages en achetant un appartement, en achetant une maison ancienne à rénover, évidemment, mais globalement, vous voyez bien qu'il y a une contrainte macro, et c'est assez remarquable cette carte, parce qu'on voit bien comment les prix décroissent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la métropole. Et ce qui est assez, par rapport à ce que vous montriez, le vert le plus foncé, c'est un peu les limites de l'ère métropolitaine, telle que vous la définissez. Donc voilà. Donc, si vous cherchez la maison, vous allez aller loin. Alors vous avez montré, et c'est ce qu'on voit, c'est que globalement, quand même, les gens essayent d'aller au plus près. Mais tout le monde ne peut pas aller au plus près, c'est-à-dire les meilleurs. En fait, l'immobilier, c'est un peu un marché d'enchères. Donc ceux qui ont les revenus les plus élevés prennent les meilleures places. Et puis, plus vous descendez dans les niveaux de revenus, plus vous prenez ce qui reste. Ce qui reste, c'est plutôt plus loin. Ou alors, vous subissez des nuisances, par exemple des nuisances aéroportuaires. Il y a des arbitrages qui peuvent être faits de cette nature. Déjà, une donnée, alors ça c'est une enquête qui a été menée, un article qui a été mis en ligne en 2017, l'enquête a été menée il y a un peu plus longtemps, mais qui travaille sur les préférences pour l'habitat. Quel type d'habitat les ménages souhaitent. Bon, vous savez tous ce qu'on dit tout le temps, il y a une préférence très forte pour l'habitat individuel,
Bon, ces données-là le confirment tout à fait. Là où c'est intéressant, c'est qu'on met ça en regard de là où les gens habitent. Vous voyez que ce qui est rêvé, c'est ça, la maison individuelle isolée. Ça représente 20% des ménages et ça représente l'habitat idéal de 56% des ménages. Pour la maison individuelle dans un ensemble pavillonnaire, c'est 29% des ménages, mais finalement, l'essentiel de ces ménages, ils voudraient bien être dans une maison avec un terrain plus grand. Bon, vous voyez, hein, et donc l'haussmannien, c'est 6% des ménages, et il n'y en a que 5 qui considèrent que c'est l'habitat idéal. Et vous noterez d'ailleurs que l'individuel, c'est 20 plus 29 plus 19. Alors ça, c'est dans l'enquête, mais ça correspond à peu près au poids de l'individuel dans la population française. Hein. C'est 55% des logements et à peu près 2/3 de la population. Donc là, c'est un peu plus haut que dans la réalité. Mais là, ce n'est pas une donnée sur la région métropolitaine lyonnaise. Et bien évidemment, les gens veulent de l'habitat individuel, mais ils veulent aussi l'accès au centre. Mais on voit bien quand même, au travers des mécanismes de périurbanisation, c'est que l'arbitrage, de plus en plus, il est plutôt selon le modèle qu'on dit américain, c'est-à-dire on privilégie l'espace et la maison sur la proximité du centre. Jusqu'où on peut ne pas écouter ça? Une donnée importante, alors je vais peut-être enlever ça parce que sinon ça vous allez trop regarder ça, mais une donnée importante, c'est une enquête qui avait été faite en Ile-de-France, donc qui elle aussi date un peu, mais on avait fait c'était Xavier Desjardins notamment et Lucille Mététal de l'IAU, qui avait enquêté sur l'Île-de-France auprès de ménages habitant des communes peu denses, pavillonnaires, et on avait il leur avait posé des questions pour les mettre face à des scénarios d'augmentation du coût de l'énergie. Voilà, l'essence est à 4 € le litre, qu'est-ce que vous faites? La dernière option, c'est le déménagement. C'est vraiment, c'est pas possible de faire autrement. Autrement, ils vont covoiturer, ils vont changer d'emploi, ils vont acheter une voiture qui consomme moins d'énergie, ils vont isoler leur maison, mais déménager, c'est globalement la dernière option. Donc ça vous donne quand même une idée aussi de l'inertie du système.